Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le podcast Il y a de la joie dans tes oreilles. Je suis Orlane Dupont et aujourd'hui nous avons la grande joie d'inviter Lucie Pouget. Bonjour Lucie. Bonjour Alan, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté cette invitation. Alors Julie, tu es éditrice et rédactrice pour jeunes enfants, enfin pour enfants, voilà, c'est ça. Et puis tu as une deuxième casquette et c'est celle-ci aussi qui va nous intéresser. Les deux vont être intéressantes, on va les regarder ensemble. Tu es aussi formée aux constellations familiales. Exactement, double cursus, l'un est venu après l'autre. Et aujourd'hui, alors moi j'aime bien demander où sont les gens parce que finalement, voilà, c'est aussi pour dire qu'on n'est pas tous très parisiens ou voilà. Tu es basée où? Alors moi je suis en Lozère, voilà, l'axe Clermont-Ferrand-Montpellier, pile au milieu du petit Ah voilà. département le moins peuplé de France. Voilà, c'est ce dont on avait besoin, c'était de savoir où c'était. Mais Clermont-Ferrand, Montpellier, ça va, on voit où c'est. Voilà, il y a 400 kilomètres. Et tu es au milieu, bah, c'est parfait, c'est parfait. Exactement. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager ton parcours, j'allais dire spirituel, les différents moments dans ta vie qui te permettent aujourd'hui d'avoir ces deux casquettes. Alors juste aujourd'hui, dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais en Lozère et comment tu allies justement ces deux activités, ces deux compétences qui sont pas forcément, j'allais dire, qui coulent pas de source comme on dit, hein, entre les. Ouais. Déjà, je suis de Lozère, donc pour moi, c'est un retour aux sources. Après, je dirais 4-5 ans de nomadisme, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France, en camping-car. Et là, j'en suis à apprécier avoir un chez-moi fixe pour déployer mes activités et me déployer, en ayant un espace physique plus grand qu'un camping-car, en gardant cette liberté d'être à mon compte. Et l'édition en freelance d'un côté et les constellations familiales de l'autre. Voilà, c'est les deux en pleine expansion et vraiment, j'ai à cœur de nourrir euh, tout ça avec ce lieu dans lequel je suis. Alors, parle-nous. Alors, moi, du coup, du coup, il y a plein de choses dont tu parles. Alors, déjà, le camping-car, raconte-nous ton histoire de camping-car. C'est quoi cette aventure de Ah, camping-car qui est un rêve que nous caressons tous, mais nous ne le faisons pas? grande histoire qui commence en 2019. 2019, je découvre la Norvège pour la première fois et je vois les aurores boréales en février. Et je me dis, il se passera pas une année sans que je les revoie, c'est certain. Donc je fais une demande sur le site Workaway où en échange de quelques heures de travail bénévole par jour, tu es logé et nourri chez une famille. Je fais une demande à une famille. C'est cette famille et pas une autre. Puis les mois passent, j'ai aucune nouvelle, je vois que mon message est lu, mais rien de spécial. En octobre, je pars 6 semaines au Canada voir des amis. Et avant ça, je me dis, il faut que je rende mon appart. J'habitais sur Clermont-Ferrand à l'époque. Et je sais pas pourquoi, je me dis, il faut que je pose le préavis en décembre, il se passe un truc dans ma vie, je sais pas quoi, mais je pose le préavis. Toujours pas de nouvelles de la famille en Norvège. Et le dernier jour du Canada, je m'apprête à prendre mon avion pour retourner en France, en sachant que j'ai plus rien, j'ai mon activité professionnelle, mais j'ai plus de lieu à part chez les amis ou squatter. La famille me répond et me dit, bah, tu viens en Norvège quand tu veux. Donc je rentre du Canada, je débarque en France et je pars direct en Norvège, où je passe 6 mois. Donc je fais une petite parenthèse. Et à mon retour de Norvège, 6 mois plus tard, je veux repartir voyager, mais il y a le Covid. Et je me dis, ah, c'est pas possible, je vais quand même, je peux plus voyager à l'étranger, mais je vais quand même voyager en France. Donc je pose l'intention de trouver un camping-car. 2 mois plus tard, je trouve un camping-car et je continue à voyager en France, faute de pouvoir repartir en Norvège. Donc voilà, le camping-car, c'était préserver ma liberté à la fois mentale, intellectuelle, physique, émotionnelle pendant cette période, tout en ayant plus ou moins une liberté de déplacement et de m'y retrouver en fait. Vraiment préserver cet espace de liberté dont j'avais énormément besoin. Alors parle-nous, parce que fais-nous un petit peu rêver. Moi, les aurores boréales, soyons clairs, je passe mes soirées sur Instagram à regarder les gens qui postent des belles aurores boréales et qui hurlent de joie, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est la joie au cœur qui s'exprime. Oui. Qu'est-ce que fais-nous un petit peu rêver sur la Norvège et sur ces aurores boréales. Et on revient sur le chemin spirituel, hein, qu'est-ce que tu as trouvé finalement de spirituel ou pas d'ailleurs, mais spirituel c'est pas dans le non religieux, c'est vraiment qui t'a éveillé, qui t'a ému, qui t'a Oui, qui t'a transcendé, j'allais dire, et qui t'a transporté. Tu peux nous raconter un petit peu ça? ouais, avec plaisir. Mais déjà, ça aussi, ça commence tôt. Ça commence quand j'ai 7 ans et que je vois un dessin animé et dedans, il y a des aurores boréales. Et là, je me souviens petite être assise sur le canapé chez mes grands-parents et des frissons partout de voir ces aurores boréales juste sur un écran. Et je me dis, petite, ça, c'est le plus grand rêve de ma vie. Vraiment, je ne mettais rien d'autre avant. C'était priorité numéro 1.
Et quand j'ai appris à me connaître et que je me suis dit, bah, je peux réaliser mes rêves, cette fameuse année-là, je me suis dit, bah, je vais partir voir les aurores boréales. Et déjà, c'est quelque chose qui m'a motivée à mettre en place différentes actions qui étaient bénéfiques pour moi. Donc, me mettre à mon compte, rompre avec des relations toxiques, euh, avoir un chez moi qui me ressemblait plus. Donc déjà, il y avait cette idée de cheminement et de développement personnel pour arriver petit à petit, pas après pas, à incarner mes rêves et à les mettre en place. Et un 31 décembre, avec une amie, elle me dit, ben, j'ai envie de voyager avec toi. Je lui dis, bah, moi aussi. Et je lui dis, j'ai envie de voir les aurores boréales. Elle me dit, écoute, je te suis. 3 minutes après, je crois qu'on avait pris les billets et on a débarqué à Tromsø pour voir les aurores. Et déjà, elle suscitait une espèce d'attente où on n'est jamais sûr qu'on va les voir. Mais il y a cette foi profonde que là, il va se passer quelque chose dans le ciel. Il n'y a pas de place au doute. Donc ça faisait beaucoup le parallèle avec là où j'en étais dans ma vie, de t'es sur le bon chemin, même si tu sais pas encore comment ça se dessine. Il y a un point vers lequel je tendais. Et c'est vraiment, je pense, quand on recherche les aurores boréales le soir, le temps, il est un peu gris, mais on se dit, ah, même s'il y a des nuages, il y a peut-être un moment où il va se passer un truc de fou et ça va s'ouvrir. Donc là, bon, on attend dans la neige, dans le froid, hein, il fait -15 à cette époque, on est bien couverte. Puis, un truc électrique dans l'air. Au niveau magnétique, vraiment, je sentais qu'il y avait comme une présence. Et là, tout d'un coup, en plissant les yeux, tu vois légèrement quelque chose d'un peu grisé. Tu te dis, c'est un nuage, mais ça bouge. Et tout d'un coup, le vert qui illumine le ciel. Et là, alignement euh, instantané d'un axe entre les pieds, la tête, l'aurore boréale, et en même temps un axe horizontal d'être la sensation d'être aligné avec tout ce qui est horizontal et tout ce qui est vertical. L'infiniment petit et l'infiniment grand qui est comme contenu dans une mini molécule là qui explose à l'intérieur du cœur. Et comme tu disais, la relation avec la joie qui vient comme s'ancrer directement au niveau du cœur et qui là fuse. Pour moi, ça a été pas du tout des cris, parce que j'étais comme s'il y avait un respect pour l'aurore de recueillement, de contemplation, comme quand tu médites et que tu as ce silence intérieur où tu as toute la place pour des cris de joie et d'effusion à l'intérieur, mais où il n'y a rien qui sort. Et je me suis juste mise à pleurer pendant 2 heures. Voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur et La des réalisation d'un rêve vibrations. de petite fille, hein, c'est ça que tu es en train de nous dire, hein. Exactement. Mm. Et ça, par rapport au cheminement et à la spiritualité, moi, je m'étais dit que si j'avais réussi à réaliser mon plus grand rêve, alors tous ceux qui étaient secondaires, je pouvais aussi les réaliser, puisque le premier, c'était le premier pas. Mm. Et après, ben, ce premier soir, je me suis sentie énormément reliée à mes ancêtres. Et pour les peuples scandinaves et samis, peuples autochtones et peuples premiers d'Europe du Nord, c'est vraiment les ancêtres qui passent dans le ciel et qui viennent délivrer des messages. Et j'ai senti vraiment cette sensation d'être en lien avec mes lignées et que j'étais au bon endroit au bon moment et qu'il y avait leur soutien derrière. Quoi qu'ils aient traversé, je sentais vraiment ce soutien permanent, quoi, et indéfectible. Et alors, ces aurores boréales, elles durent combien de temps? Parce que c'est vrai qu'on les voit sur les photos, on a l'impression que ça peut durer une éternité et en même temps, c'est éphémère. Donc, combien de temps elles durent, ces aurores boréales, dans ce Ça, ciel majestueux, hein, qui est magnifique, hein. oui, ça peut durer entre quelques minutes et des heures. Et il y a aussi ce lien avec l'impermanence des choses et de l'appréciation dans le moment de ben je sais pas si ça va durer. Je sais pas, j'ai aucune certitude sur comment ça va être ou comment ça va évoluer. Si ça se trouve, ça va durer 2 heures, mais elles sont très faibles, ou si ça se trouve, ça va durer 5 minutes, mais elles sont vraiment majestueuses. Et d'être dans l'instant, de plonger dedans et d'accueillir ça, mais comme vraiment un flot de quelque chose d'une intensité que j'ai jamais retrouvé ailleurs, euh, qui est là, quoi. Donc, c'est cette impermanence des choses et de vivre ce qui se vit au moment où c'est là, de l'accueillir et de le laisser repartir quand ça repart, parce que on se dit non, non, je vais encore attendre une demi-heure. Il y a des nuages partout, mais tu te dis quand même non, j'attends encore, ça se trouve dans 5 minutes, ça réapparaît. Puis tu passes la nuit comme ça, tu vois plus rien, mais juste tu as eu cette excitation et cette vibration dans le cœur qui t'a fait attendre jusqu'au bout de la nuit, t'as rien vu, mais tu as savouré quand même, même si t'as pas forcément vu pendant longtemps.
Et alors, est-ce qu'il y a comment dire, des périodes propices aux aurores boréales, justement en Norvège et dans les pays scandinaves, où c'est juste, enfin, c'est toute l'année, parce qu'avec bon, le changement climatique, moi je suis pas une spécialiste, mais je me doute qu'il y a quand même quelques petits bouleversements, notamment à ce niveau-là, où, Ouais, pour les aurores boréales, pas forcément en lien avec le changement climatique, parce déjà il y a une période où on peut pas les voir parce qu'il fait jour tout le temps. Le soleil de minuit sur ces latitudes-là, c'est au-dessus du cercle polaire, donc déjà et en dessous du cercle polaire sud. C'est en général dans le nord de novembre à fin mars, donc sur la période qui est la plus obscure. Et ça correspond aussi au cycle du soleil. Donc là, on arrive l'année prochaine sur une grosse pic solaire, comme le pic de l'activité solaire. Et les aurores boréales, ben, un ciel dégagé. Deux, ben, qui se soit assez obscur pour arriver à les discerner. Il faut qu'il y ait des grosses tempêtes solaires. Et les tempêtes solaires, ça envoie des particules dans l'atmosphère. Et avec le champ électromagnétique de la Terre, c'est pour ça que c'est aux deux pôles, ça excite les différents atomes et ça crée ces couleurs irisées qui peuvent, en fonction de l'altitude, aller du rose au vert, violet, etc. Donc il y a certaines périodes. Et grâce à ce pic solaire-là, c'est pour ça qu'on en a vu pas mal cette année et l'année précédente sous nos latitudes, un peu l'Écosse, l'Irlande, un peu dans les Alpes même. Hmm. Donc ouais, Oui, il y a des périodes. oui, d'accord, parce que c'est vraiment magnifique, hein. C'est vrai que c'est. Alors, il y a beaucoup de vert et jaune quand même, hein, parce que moi, j'en regarde beaucoup, beaucoup vert, jaune, bleu. Les roses, c'est assez exceptionnel quand même, je crois, Ouais, hein. oui, Oui, oui. Et beaucoup plus aux États-Unis. Il y a quelque oui, chose dans le champ magnétique qui qui change. change ça. Ça, c'est aussi intéressant. Alors, pour revenir sur ton... Donc ça, c'est ton parcours. Et donc, qu'est-ce que tu fais pendant dans ton camping-car? Hein, parce que donc, c'est le Covid, c'est le confinement. Enfin, on est enfermé, pas enfermé. Il y a des périodes. Qu'est-ce que toi, tu vis spirituellement dans ton camping-car alors? Tu travailles, tu travailles pas? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je continue de travailler, je continue d'avoir des séances de constellation familiale, je continue d'avoir l'activité d'éditrice, même si ça se réduit, parce que ben, à Paris, tout se ralentit aussi. Et je crois que c'est vraiment un temps que j'ai pris pour remercier et prendre le temps d'écrire tous les jours et d'être dans la gratitude de je vis ça grâce au Covid. Parce que sans ça, je sais pas si j'aurais un jour franchi le cap de m'offrir cet espace de liberté. Et peut-être ça m'a mis un petit coup de pied aux fesses de me dire bah vas-y, fais-le maintenant, t'as besoin de ça, c'est parti quoi. Et tout s'est aligné. Donc ouais, je m'occupe de manière très simple à être dans la nature, à être sur des spots où il n'y a pas grand monde. En fait, je passe assez à côté de la majorité des choses qui se passent dans le monde. J'ai pas la radio, je regarde pas les infos, juste je sais un peu les dates où il faut pas trop bouger, machin, mais Hmm. sans vraiment que je me sente impactée du tout. Et comment tu gères alors, j'allais dire, ce travail avec toi-même, cette solitude qui peut paraître parfois un peu, alors une différence entre solitude et isolement, mais comment tu sens ce travail intérieur qui se met en chemin tout simplement parce qu'on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Donc, quelle est cette envie, cette recherche et comment tu le vis à ce moment-là? Mais à ce moment-là, le fait d'avoir très peu de choses, d'avoir juste l'essentiel, je le vis comme un dépouillement nécessaire et bénéfique. Un peu comme si j'avais fait une purge à ce moment-là de tout ce qui était plus nécessaire dans ma vie. Que ce soit des relations, que ce soit des mémoires, que ce soit clarifier les choses avec mon entourage, être plus précise dans mes intentions et dans ce que je souhaitais mettre en place. Vraiment comme un dépouillement nécessaire et qui me permet d'affiner tout ce qui est bon pour moi. Et j'ai beaucoup fait aussi avec la cohérence cardiaque. Euh, je le faisais le matin, je le faisais le midi, je le faisais le soir. Et ça m'apportait énormément de calme intérieur, ce qui faisait que j'étais beaucoup plus attentive à mes besoins, qui étaient moins nombreux, en fait. Donc ouais, j'avais des temps comme ça, vraiment de calme. Et tout ce calme à l'intérieur qui m'a permis après d'accueillir le reste. Et Hmm. c'était... Alors justement, ce calme intérieur, est-ce que on va descendre dedans un petit peu parce que c'est ça qui est drôle, et puis c'est pour ça qu'on est là ensemble. Ce calme intérieur, comment on fait pour j'allais dire pour l'expanser, pour être alors déjà pour l'identifier, pour l'observer, et ensuite après pour lui laisser de l'espace et qui permet, comme tu viens de le dire, de laisser la place à autre chose. Est-ce que là, toi, tu as quelques petits, tu peux nous raconter justement comment tu t'es arrivé à ce calme intérieur et laisser de l'espace? Bah, déjà, je me suis rendu compte que ce calme intérieur n'était pas en moi parce que
j'avais toujours des idées qui passaient dans tous les sens. Et j'étais pas vraiment à ce que je faisais. Je passais d'une activité à l'autre avant cette période-là, où j'étais bien, mais il y a des moments où je me rendais compte que j'étais pas super présente à moi-même. Euh, donc je me suis dit, bon, peut-être amener plus de présence par le corps. Donc j'avais découvert le Krav Maga, qui est une technique de self-défense. Le Krav Maga qui m'a beaucoup ramené au corps. Euh, et en ayant conscience de mon corps, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur, il y avait un espace et que je n'étais pas juste définie par mes contours. Et puis je me suis dit comment je peux avoir accès à l'intérieur parce que j'avais aucune idée. Donc c'est le yoga beaucoup qui m'a aidé et la respiration. Donc la prise de conscience et de contact avec mon corps et après la prise de conscience avec ce que j'avais à l'intérieur. Là, je me suis rendu compte que quand je méditais, et déjà je savais pas trop à l'époque ce que ça voulait dire méditer, c'était assez flou. Donc j'ai commencé par des méditations guidées qui me permettaient de faire ce calme grâce à la respiration. Et ensuite, j'avais des images qui venaient ou des sensations. Et comme la sensation, comme tu disais, de plonger à l'intérieur, je m'imaginais vraiment sur un bord de mer ou un plongeoir. Et la sensation de plonger à l'intérieur de moi, en sachant que je pouvais respirer, que j'avais pas de problème pour respirer sous l'eau, et de nager et d'aller à l'intérieur, que ce soit dans un membre, que ce soit dans un organe, de vraiment descendre. Et je crois que ce qui m'a aidé vraiment, c'était la respiration, pour induire un état plus calme et changer mes fréquences pour me rendre plus disponible à moi-même et plus disponible à ce qu'il y a à l'intérieur et par résonance à ce qu'il y avait à l'extérieur aussi. J'étais bien plus attentive à mon entourage, à l'environnement, à la nature, comme un écran en fait où je pouvais écrire à l'intérieur mais aussi à l'extérieur. Enfin, les deux étaient vraiment en lien. Et alors, d'avoir cette expérience de descente et de déploiement et de silence intérieur, par rapport à celle que tu étais avant et celle que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte de plus, j'allais dire, parce que j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'aujourd'hui on parle beaucoup de méditation, de gestion du stress, etc. Et on ne sait pas trop, et bon, après chacun a son avis là-dessus, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si c'est une mode ou si c'est vraiment Oui, c'est un intéressant. effet, ouais, ouais. Voilà, donc au-delà de l'effet de mode, parce que l'idée, c'est pas d'être dans l'effet de la mode, on Oui. se moque un peu, mais l'idée, c'est toi de nous raconter comment tu étais avant, j'allais dire dans ton intériorité, et ce que ça t'a permis de traverser, et puis peut-être d'arriver aujourd'hui, ben voilà, avec qu'est-ce que ça t'a apporté fondamentalement? Ouais, je crois que fondamentalement, ça m'a apporté de euh, choisir des relations qui sont saines pour moi, de prendre des décisions qui sont bonnes pour moi et ce qui induit le fait que c'était pas le cas avant. Avant, j'avais énormément confiance en moi sur le plan professionnel. J'avais fait mes études, je savais ce que je voulais, c'était très défini. Par contre, au niveau relationnel, il y avait une instabilité et une insécurité émotionnelle qui me faisait aller vers des gens dont j'ai beaucoup appris et dont j'ai beaucoup appris avec les relations que j'ai vécues, qui étaient totalement insécurisantes, qui étaient chamboulantes, qui étaient aussi destructrices, dévastatrices. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai traversé et ce calme intérieur, et la méditation, j'apprends à identifier mes besoins, j'apprends à m'entourer de personnes qui sont bénéfiques pour moi et à les reconnaître en reconnaissant qui je suis et plus ma valeur. Euh, donc c'est vraiment principalement ça, les relations et les décisions qui sont bonnes pour moi. Vraiment, je pouvais m'oublier, me perdre dans des espèces de méandres qui faisaient juste des boucles et où j'avançais pas, à part professionnellement, où vraiment ça a été mon cap de me dire bah, j'arrive à réussir professionnellement, pourquoi le reste, j'y arrive pas? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça? Et, et comme je te disais tout à l'heure, le premier pas pour ça, c'était le rapport au corps, de revenir au corps. Parce que moi, j'étais beaucoup dans les idées, l'écriture, la poésie, très, pas dans la lune, mais très dans l'extérieur. Et grâce au Krav Maga, là, cette défense, de revenir au corps, de réaccueillir le regard de l'autre, de réaccueillir cette estime de soi, de réaccueillir le fait de pouvoir appartenir à un groupe en étant à la fois un individu à part entière euh, et de pouvoir me sentir en confiance de d'être qui je suis. Donc si les autres sont autour pas joyeux, moi j'ai cette joie et j'ai envie de la vivre plutôt que de la mettre en berne parce que l'environnement est pas forcément super pumpé up. Donc ouais, ça m'a vraiment apporté des choses très très concrètes. Et puis de m'offrir voilà des espaces que j'aurais pas pu m'offrir avant, de voyage, de randonnée, de bivouac dans la nature, de sauvage, de reconnexion à qui je suis vraiment. Voilà, aller toucher qui je suis de plus en plus, plutôt que de me tourner autour sans vraiment savoir par quelle porte je peux rentrer en moi, quoi.
Et alors, du coup, tu touches de plus en plus qui tu es en allant vers la femme sauvage, j'allais dire, hein. Donc, on sent, hein, je me permets là d'interpréter un petit peu, mais le yang, enfin voilà, ce qu'on appelle le yang, c'est vraiment cette polarité masculine, hein, c'est d'aller vers l'extérieur et puis de revenir à soi. Donc, il y a vraiment ce mouvement qui est intéressant dans ce que tu nous partages. Et donc là, c'est plus revenir à soi, mais dans son intériorité. Finalement, je vais te dire, c'est dans le qui je suis. C'est un peu la question. Qui tu es profondément et vraiment, est-ce que tu as à offrir au monde? On peut dire les choses comme ça. Oui, Enfin, ouais, c'est complètement, j'aime complètement. bien. Et donc aujourd'hui, alors je fais le lien parce que tu nous as parlé de constellation familiale. Oui, Alors, les constellations familiales, il y a ceux qui connaissent et ceux qui ne savent pas n'est-ce du pas? tout. Donc, on ne va pas trop en parler, mais on va juste te demander déjà d'expliquer Ouais, brièvement. succinctement, voilà, ce que sont les constellations familiales. Et on fera le lien, parce que du coup, je ne le vois toujours pas. Donc, je suis dubitative, je me pose des questions sur où est-ce qu'est le lien entre cette envie de sauvage, de bivouac, de nature, de reconnexion, et qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, tu te dis, tiens, euh, je suis éditrice, rédactrice, et il y a les constellations qui arrivent. Donc, si tu veux, je Ouais. sais bien que les constellations, on parle des planètes, voilà, mais là, tu as enfin, je sais pas, t'as eu des planètes qui sont, enfin, des étoiles qui sont tombées dessus. Que s'est-il Ouais, passé? voilà. Bah, déjà, très brièvement, les constellations familiales, ça part du principe qu'on hérite de certains bagages de nos ancêtres qui peuvent nous empêcher d'avancer. On peut en avoir conscience ou non, et ça peut se matérialiser de différentes manières. Ça peut être des schémas qu'on répète, on voit bien qu'on répète le schéma, mais on y va quand même. Des difficultés relationnelles, des émotions qu'on ressent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Voilà, tout ça, ça peut être l'héritage de nos ancêtres qui se manifeste de cette manière et qui nous bloque à un moment. Donc la constellation familiale, sans avoir besoin de connaître l'histoire de famille, ni d'avoir l'arbre généalogique, ni de reparler d'un événement qui aurait pu être traumatisant et qui pourrait le réactiver, ça va remettre en mouvement une énergie qui est congestionnée, qui est bloquée, pour lancer une nouvelle dynamique. Ça passe vraiment par le corps, par les ressentis physiques. Et après, moi, j'accompagne la personne à aller voir, on va voir par exemple s'il faut aller voir du côté d'un parent, du côté d'une ancienne relation. Et on dit constellation parce qu'on est tous en relation les uns avec les autres. L'objectif de la constellation, c'est prendre sa place, occuper pleinement sa place. Voilà. Ça, c'est pour la première partie de ta question. Et pour la deuxième partie, comment c'est arrivé? C'est arrivé vraiment grâce à cet espace intérieur que j'avais fait, où j'avais fait le silence. Parce que sinon, j'aurais, bah, comme je le fais toujours, hein, continué de faire l'édition et ça me plaisait, ça me plaît toujours énormément. Donc, voilà. Mais un jour, il y a le décès de mon grand-père en 2017. Et là, il essaye de me dire au revoir à l'hôpital, dans des conditions un peu apocalyptiques. Et je lui dis non, non, il y a d'autres choses à régler d'abord. On se dira au revoir une fois qu'on t'aura sorti de l'hôpital. Bon, et bien il décède après. Donc moi, je me retrouve là à pas avoir su lui dire au revoir. Et je me dis, moi, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Je croyais en beaucoup de choses, mais je décide d'aller voir une médium. Et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Et l'amie qui m'avait conseillé d'aller voir une conférence, puis cette personne, elle me dit, il y a un atelier ce week-end de constellation familiale, je ne sais pas si tu connais, je ne connaissais pas du tout. Je suis sûre que ça t'intéresserait. Et vu qu'elle m'avait été de bons conseils la première fois, je me suis dit, bon, on va quand même on va y aller. Et puis, je découvre sur une journée un atelier en groupe de constellation familiale. Ça me parle énormément. Les personnes qui ressentent, qui ont choisi des représentants pour incarner les membres de sa famille, tout ce qu'ils ressentent me parle énormément de mes parents, de mes frères. Et je me dis, bon, cet outil, il est très chouette. Bon, ça s'arrête là. Puis, à la fin de la journée, Carole Chenevier, avec qui je me suis formée, dit, bah, bon, je propose une formation sur 2 ans si ça intéresse quelqu'un. Puis, moi, j'avais pas du tout pensé, je me plaisais déjà dans mon activité professionnelle. Et puis, je dors chez une amie à qui j'avais juste dit que je faisais un atelier. Je n'étais pas rentrée dans les détails. Puis, je fais de la place pour prendre mon petit déjeuner. Elle avait commencé ses paquets de Noël. On était en novembre. Je décale mon ordinateur et le paquet qu'elle était en train de faire, en gros, c'était marqué Constellation. Et là, il y a un truc qui m'est tombé dessus. Et j'ai fait, oh, je fais cette formation. C'est parti. Et 15 jours après, j'ai embrayé, j'ai commencé la formation. Donc, tu vois, c'est vraiment arrivé parce que j'avais créé cet espace pour accueillir la spontanéité, des signes aussi que je commençais à voir petit à petit et de me laisser guider par la puissante joie que j'avais ressentie à ce moment-là quand j'ai levé mon ordinateur et j'ai vu ce mot. Je me suis dit, mais c'est évident. Et c'est arrivé comme ça, comme un jeu sur la soupe. Et comment tu fais donc aujourd'hui le lien donc aujourd'hui, on est quand même dans une société où on est nombreux à avoir enfin, plusieurs activités en tout cas. C'est ce qui fait qu'on est multiples et singuliers à la fois. Comment tu fais le lien, toi, aujourd'hui, entre ton travail d'éditrice, de rédactrice et justement de Des constellation constellations. familiale? Est-ce que tu fais un lien justement entre les deux activités ou au contraire,
elles sont parfaitement scindées et elles n'ont pas forcément de lien entre elles aujourd'hui. Ouais. Alors, je dirais les deux. D'une part, elles sont scindées parce que j'ai besoin d'avoir. Je trouve mon équilibre en ayant une activité plutôt portée sur la spiritualité et une autre plutôt portée sur le faire. La créativité, le fait de rendre un dossier et de coordonner des personnes et de travailler en équipe comme ça. Et le côté constellation, je travaille plutôt en individuel ou en groupe, plus spiritualité. Mais au final, quand je dézoome, j'y vois quand même un lien, c'est que pourquoi j'ai travaillé en jeunesse, c'est que pour moi, avec les enfants, on peut se permettre un paquet de choses qu'on peut pas se permettre avec les adultes dans l'imagination, la créativité. Ils n'ont pas de filtre. Donc, ce que j'essaye de passer à travers ma manière de faire les choses dans l'édition jeunesse, c'est un peu la même chose que ce que j'essaye de faire quand j'accompagne en constellation familiale, c'est d'aller vraiment au cœur de ce qu'est une personne ou au cœur de ce qu'est l'enfant pour voir comment on peut créer un espace de sécurité, comment on peut créer un espace de confiance pour donner les clés ou faire prendre conscience à la personne qu'elle a les clés, grandir de la meilleure des manières et pour les adultes qui font les constellations familiales, prendre leur place de la même manière et réparer, qu'elles puissent réparer ce qui s'est passé enfant ou dans leur vie d'adulte. Donc il y a quand même, je pense, une trame de fond de, de, d'un espace qui est ouvert pour se déployer et trouver sa place, que ce soit chez les enfants ou chez les adultes. Mm. Et alors, dans tout ça, comment tu le vis, toi, en tant que femme, justement, avec le fait que tu sois posée, que tu aies décidé maintenant de vivre en Lozère, de travailler à distance, d'être à la fois dans cette double activité, comment tu gères ta vie, j'allais dire, de femme sauvage, de femme rédactrice, enfin, comment tu vois les choses pour toi avec, j'allais dire, les différents archétypes, mais comment tu fais le lien avec tout ça et comment tu vois, toi, tu te vois évoluer aujourd'hui et ce que tu aurais voilà, à dire au monde, j'allais dire, parce qu'on est là aussi pour partager par rapport à ça. Comment tu vois les choses en tant que femme et puis en tant que toi, Lucie, quoi. Voilà. Ouais, mais déjà, je voudrais, je crois, démystifier un truc. On se dit, ah bah les personnes qui accompagnent les autres, elles sont toujours au top, elles vivent, oh, elles sont alignées, elles sont centrées. Non, il y a des fois, je suis pas alignée, il y a des fois, je suis pas centrée. Et dans ces moments-là, chose chouette, c'est que j'ai à ce moment-là encore assez de lucidité pour me dire, bon, je mets en pause les constellations, ça peut être une semaine, ça peut être 3 jours, pour me retrouver, me recentrer et me dire, bon là, il faut que j'aille en profondeur creuser cette émotion, parce que bah, il y a des fois, c'est aussi inconfortable. Et je traverse aussi des choses comme nous tous, des ruptures, des rencontres, des recherches de où j'en suis, de perte de sens, de quête de sens. Voilà, il y a des fois, ben, ça fait ça. Et mon cap, je crois, c'est ce silence intérieur où des fois, je me dis, bon, c'est le beans, mais bien, je retourne à l'intérieur, j'accepte les messages, j'accueille et je vois ce qui se passe. Donc parfois, c'est compliqué d'allier bah, le fait d'être à nouveau sédentaire, parce que j'ai ce bout du voyage qui fait partie intégrante de moi, et que je conçois ma vie comme une vie avec une circulation qui parfois est plus ralentie, donc je suis sédentaire, et qui parfois est plus mouvante. Donc là, ce matin, je notais encore, récupérer le camping-car, oui, mais pourquoi faire? Est-ce que je repars? Est-ce que je reste? Et c'est mouvant, en fait. Il n'y a pas un jour qui se ressemble, et je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je sais que le fait d'être à mon compte, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je garde ma liberté de mouvement, je garde mon indépendance, je choisis les personnes avec qui je travaille aussi, et c'est un luxe pour lequel j'ai de la gratitude tous les jours. C'est vraiment un luxe de vivre à la campagne. Euh, En face de chez moi, il y a des chemins de rando qui partent directement dans la forêt, un petit village où il n'y a même pas 15 habitants peut-être. C'est un luxe que j'ai la chance d'expérimenter. Parfois, c'est difficile, là, surtout en hiver, avec le temps, la météo, de vivre ce côté, comme tu disais, de femme sauvage, où là, j'ai qu'une hâte, c'est de prendre le hamac et d'aller dormir dans les bois. Ça fait 2 mois que j'attends que ça, mais il gèle encore, donc je vais pas aller me geler pour l'instant. Il y a ce côté. Maintenant que j'ai regoûté au confort de la vie de sédentaire, bah, j'aime bien prendre ma douche chaude. Et en même temps, quand je la prends, des fois, je tourne juste sur l'eau froide parce que basta la vista d'avoir le confort à portée de main, en fait. Et je veux pas me laisser endormir par mon confort matériel, même si je vis avec peu de choses. Je sens que cette femme sauvage, elle a besoin d'avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent, des nouvelles manières de s'exprimer. Donc voilà, j'ai été faire un stage de tannage, j'ai envie de bosser avec les plantes, j'ai envie de passer des nuits à dormir dehors, à voir personne. Et vivement le soleil que je puisse mettre ça en place. Donc voilà, Alors, je jongle aussi comme tout le monde. donc, nous sommes début mai, hein, et puis alors l'interview va être diffusée un peu plus tard, mais nous nous rappellerons combien il faisait vraiment très très froid et que nous attendons tous le soleil qui a décidé là
et ben, de nous dire qu'il fallait qu'on reste un peu en hiver et qu'on avait encore un Ouais, peu de choses à réaliser, qu'on n'était pas tous prêts pour finalement c'est ça. faire poupoum pidop, quand tu disais tout à l'heure. On n'est pas prêt pour la danse extérieure du soleil. On n'est pas prêt. Mais Pas c'est encore. non, pas encore, mais ça va. On espère que Oui. ça va arriver, ça va arriver. Donc, tu nous parles de ta mouvance, voilà, de gérer ces émotions. Et toi, justement, dans les choses que tu aurais à partager, ça serait, euh, alors pas à partager, mais dans ta façon, ta vision des choses à venir, comment toi, tu sens comment tu sens un petit peu les choses venir pour toi dans les mois à venir et comment tu imagines là un petit peu ton futur. Ouais. Ben, tu vois, quand on parlait tout à l'heure de l'édition des constellations, pour moi, il y a un camembert. Il y a un tiers, c'est l'édition, un tiers, c'est les constellations, et l'autre tiers, pour l'instant, il est inoccupé. Je le vois. Je ne sais pas ce que va être cette activité ou cette pratique, mais j'ai besoin de faire quelque chose avec mes mains. J'ai besoin d'être dans la nature. De jour en jour, c'est de plus en plus euh, prégnant. Et le fait d'avoir passé ces 6 mois en Norvège, là, être tout le temps à l'extérieur, ça me manque énormément. Et j'ai identifié cette semaine le fait que, en fait, j'avais comme un léger regret de ne pas avoir passé plus de temps encore à être à l'extérieur. Donc, comment aujourd'hui je peux faire avec ce petit regret ou cette sensation pas confortable, bah, c'est aller voir déjà ce que je traverse et comment je peux remettre en place plus de nature, plus de sauvage. Donc, ouais, bien sûr que les mois qui arrivent, je les vois beaucoup plus sauvages. Et puis avec des nouvelles choses que je pressens depuis bien 1 an et demi déjà, qui sont en marche, donc j'ai pas d'indice, mais je sais que c'est en chemin. Voilà, c'est assez énigmatique. Mais je sais que ça arrive et je sais que ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le soleil n'est pas encore là, parce qu'on n'est pas encore prêt. Moi, je me sens pas encore prête en fait. Il y a quelque chose qui est en maturation. Et, et ces temps de pluie où ça a besoin d'eau, où la terre a besoin de se nourrir, j'ai encore, je crois, besoin de me nourrir de pas mal de choses pour que le projet soit ficelé et qu'il puisse vraiment germer et percer la surface et s'épanouir après, quoi. Je le vois vraiment sur du moyen terme, une histoire de mois, d'années, tu vois, entre 1 an et 5 ans, quelque chose qui, dans ce genre. Je trouve ça très beau ce que tu viens de dire, ça donne une autre image de finalement de ce qui nous arrive à tous en train de nous plaindre, bon, parce qu'on a quand même un peu froid, Oui, soyons oui, oui, ouais, ouais, honnêtes. ouais. Et en même temps, c'est vrai que la Terre, on le sait tous, a énormément besoin d'eau quand même Mm, en mm. ce moment, et qu'il y a beaucoup de terres qui sont devenues arides ou très sèches, Oui, et que voilà, il y a beaucoup d'endroits qui ont besoin d'eau, et que ce temps-là qui est un peu plus difficile pour nous à supporter, finalement, c'est parce que certainement la nature se régule aussi, hein. La oui, Terre est assez extraordinaire, a besoin de se réguler aussi pour j'allais dire, anticiper peut-être les chaleurs à venir et qu'on puisse être oui. moins dans la souffrance. Et on sera peut-être bien content d'avoir des terres un peu plus humides quand le soleil Ouais. va passer le bout de son nez. Euh, Complètement. Et puis, ça me fait penser à quand on dézoome, quand on est dedans, c'est pénible. Mais en fait, c'est comme dans la spiritualité ou quand on traverse une épreuve qui est inconfortable ou qui est complètement désagréable et on n'en peut plus, on pense qu'on va jamais s'en sortir. Ben, en dézoomant, on peut voir pourquoi ça a été utile ou qu'est-ce que ça nous a apporté. Et là, pareil, quand tu fais le parallèle avec la pluie et le soleil, ben peut-être que dans quelques mois, on se dira, mais oui, mais heureusement qu'il a fait ces 2 semaines pourries où on n'en pouvait plus et on avait juste envie d'être dehors. Et on n'a pas la grande image, donc dézoomer, c'est bien. Oui, oui, puis je pense que c'est bien de nous le rappeler, on se le rappelle, c'est bien de se le rappeler, enfin de se Ouais, le dire, hein, qu'il oui, n'y a ouais. rien qui est par hasard, ou en tout cas qu'on peut être que la Terre peut aussi être, enfin voilà, il y a quelque chose du naturel, de l'énergie, Mm, et de mm. prendre ce qui est dans cet instant présent. Lucie, je te remercie infiniment pour cette rencontre avec toi, ces moments de partage, de Merci ton à toi, Orlane. parcours, voilà, de tout ce que tu as pu vivre ces derniers temps. Et puis, bah, écoute, comme pour chaque interviewé, voilà, tes coordonnées, tout ça, ton site, etc., tout sera indiqué sur le podcast et sur la chaîne YouTube. Je te remercie infiniment. Je te laisse conclure. Je te laisse dire les derniers mots, puisque je te laisse. Dis-nous ce que tu as. Ouais, ben, merci beaucoup, Orlane. C'était super chouette. Et ce que je pourrais partager là, c'est de sentir que même si c'est des... Et je l'applique à moi-même, hein, ce que je vous dis, de sentir là, dans le cœur, que même s'il y a des espaces qui ont l'air fermés, ben, on n'a pas tous les pouvoirs pour les ouvrir. Des fois, l'extérieur et les choses qui se mettent en place à l'extérieur peuvent nous aider à ouvrir ça. Donc,
de sentir qu'on a notre rythme, mais on s'inscrit aussi dans un rythme qui est plus large. Et que si autour, parfois, c'est pas prêt, bah, ça fait que nous, c'est pas prêt non plus. Et vice-versa. Quand chez nous, c'est prêt, hop, à l'extérieur, ça peut s'ouvrir. Donc, d'être à l'écoute des différents rythmes parce qu'on ne peut pas tout. Et quand c'est le moment, par contre, c'est le moment et on y va. Voilà, j'ai ça qui vient. Ben, merci infiniment. Donc, vive le printemps! Ouais, à bientôt le printemps. À bientôt le printemps. Merci infiniment. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un beau printemps, un bel été, et en fonction, bah, écoutez, même des 4 saisons. Parce que moi, je me disais pour conclure quand même qu'on est en train de vivre les 4 saisons de façon très Oui, rapide. condensé. Ouais. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.